Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de Val Commenté. Aujourd'hui avec Maxime. Maxime, bonjour. Salut à tous. Ça va la pêche, la banane? Oh bah tous les fruits. Tous les fruits le verger, ouais, malgré le réchauffement, il y a tout ce qu'il faut. Il fait chaud ici parce qu'on enregistre pendant l'été. Nous sommes également avec Johan. Johan Fichet, bonjour. Salut. Et aujourd'hui justement, on va parler de toi, Johan. On va parler de toi. Pas de gouttière, pas d'ardoise. Ouais. Il s'agit bien de toi. De toi. Même pas un petit réfrigérateur. Non, même pas. Allez, on va parler de toi parce que figure-toi que tu as enregistré un stream. Je lance la vidéo si j'y arrive. Ouais, c'est parti. On t'entend, ça c'est pas normal. On devrait pas t'entendre pas trop parce que sinon tu vas nous perturber. Voilà, donc aujourd'hui on va commenter un stream de Johan que tu as fait sur Twitch sur ta chaîne Le Bidulant, c'est bien ça? Exactement. Où tu streams plein de trucs, du Metroid, du Zelda et du Val apparemment. Oui. Qu'est-ce que tu streams en ce moment-là? Là actuellement, c'est pas mal de Zelda. Du Zelda. Fais attention à ton micro parce que sinon tu vas, on va plus t'entendre. On va plus t'entendre du tout. Donc pas mal de Zelda là en ce moment. Zelda, toujours ton Zelda bizarre. Randomizer, oui. Ouais. Alors vous découvrez, chers amis, le logiciel du Val des Étoiles, donc une version alpha. Johan, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une version alpha parce que c'était la première fois que j'entendais ce concept. Moi je connais les bêtas, mais j'ai jamais vu d'alpha. Alpha, c'est vraiment la première version jouable en quelque sorte. D'accord. Donc, normalement, elle n'est pas censée arriver dans la main du public. Uh-huh. Nous, après, on connaît le développeur, donc on le connaît personnellement, intimement. Nous sachons, nous connaissons des gens. On va parler. Donc voilà. Du coup, c'est vraiment la version jouable, mais il y a encore des bugs pour. Il y a tout plein de bugs. Voilà. Et surtout ta façon de jouer là qui est buggée là, parce que je vois ce que tu viens de mettre dans ce fou et je comprends pas. c'est un pure mannequin. C'est un pure mannequin qui vient de faire. Il est super fort en cœur. Ah oui, il a fait un fou fort, exact. Il fait fou fort au départ. Alors là, ce que j'ai mis en fond, c'est un lever de soleil, le seul lever de soleil que tu as fait au cours de ce stream, et j'ai trouvé assez magistral. Et justement, il va me permettre plus tard de revenir sur un des aspects de ce jeu. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le créateur de ce logiciel s'appelle Michel Guillemot, qu'il est professeur de mathématiques à l'IUT de Caen. Donc, si vous êtes l'un de ses élèves, vous savez maintenant qu'il joue au Val, qu'il joue bien. Il a développé ce jeu pour entraîner des IA à la base. À la base, il n'est pas du tout spécialiste du Val des Étoiles. Il ne jouait pas du tout au Val des Étoiles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a trouvé que le jeu était intéressant, comme beaucoup d'ingénieurs informaticiens de mon entourage. C'est le côté limité du jeu en termes de... Il y a un nombre de cartes maximales et du coup, on connaît. Peut-être. Donc, il est théoriquement fini comme jeu. Je sais pas. C'est peut-être ça qui l'a intéressé. Peut-être le fait, effectivement, qu'il s'agisse de cartes normales. Mais en tout cas, il trouvait que c'était un jeu qui, théoriquement, semblait très intéressant pour l'entraînement des IA. Et il n'est pas le premier à avoir fait cette réflexion. Des gens comme Loïc Giraud aussi, que je salue au passage, m'avaient fait cette réflexion quand ils avaient proposé leur propre logiciel. Darky aussi. Valentin aussi, l'ami de Darky qui travaille sur les intelligences artificielles à Lyon. Et puis, le dernier qui m'avait fait la réflexion, c'était peut-être Siol, qui m'avait aussi dit que c'était un jeu qui avait l'air très intéressant pour l'entraînement des IA. Peut-être le fait que ce soit des cartes, peut-être que le fait effectivement soit un jeu qui en apparence semble simple, mais qui dans la réflexion semble complexe, ça les avait attirés. Et donc Michel, il s'est dit, ok, on va faire un logiciel pour entraîner des IA du Val des Étoiles. Ce qui l'a contraint à lire tous les livres. Je vois bien l'examen de fin d'année en mode le premier qui arrive à battre mon IA, il a 20, le deuxième 19. Tu connais pas, il en est capable. Et donc du coup, il a développé ce truc alors qu'il n'y connaissait rien au Val. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup aussi là-dedans, c'est ça. C'est qu'en fait, au départ, c'est pas du tout un joueur de Val. Donc il va en fait développer son jeu en lisant tous les bouquins et tout ça. Et puis, en fait, il s'y met tranquillement en jouant, quoi. Et maintenant, il joue bien, je pense. Il joue très très bien. C'est le premier jeu qui développe en plus. Et c'est le premier jeu qui développe, exactement. Et là, donc, on voit déjà... Alors, vous deux qui avez testé la version, toi, tu l'as découverte aujourd'hui, Maxime. Qu'est-ce que tu peux en dire, là, brûle pour point Déjà, elle a planté. Ouais, elle a planté. J'ai réussi à faire planter le jeu. Donc en même temps, c'est une version alpha. Pourtant, elle est assez stable. Oui, c'est impressionnant que tu aies réussi à faire planter lors de ta première partie. Bravo. Après, comme je disais, au tout début, j'étais là, oula, c'est petit, oula, et vous étiez tous les deux à me dire, il faut qu'on t'explique comment. Et en fait, j'ai trouvé qu'il était très intuitif. Il y a une histoire de double clic à comprendre, mais en vrai, ça rentre bien. Au début, ça m'a perturbé de voir les cartes alignées en horizontale plutôt que de les avoir dans ma main, parce que c'est pas moi qui les range. Bref, il y a plein de petits trucs qui sont un peu perturbants, mais en fait, au bout d'à peu près
Après, c'est vrai que je suis un gros joueur, du coup, je m'adapte très vite au jeu. Mais j'avoue qu'au bout d'une minute, c'est bon, j'étais déjà en train de jouer au Val, quoi. Comment tu as trouvé le jeu de l'IA? Parce que c'est souvent une question que pose Michel aux joueurs de Val quand il teste son logiciel, c'est comment est-ce que tu as trouvé le niveau de l'IA? J'ai pas pu finir ma partie, mais bon, déjà... de ce que tu as vu. Chelou, parce que, bon, elle avait 10 de cœur, 10 de pique, 10 de trèfle. Ouais. Elle a fait un accompli complètement pété. Et moi qui fais un Foodman Kent, au lieu de me le tuer, elle me l'a laissé en vie. Normalement, tu fais jamais ça. Voilà. Là, pareil, vous noterez que dans la partie que Johan est en train de disputer là devant vous, elle laisse aussi vivre un fou. Moi, j'avais dit à Michel, de base, dis à ton IA s'il y a un fou sur le Val, de tout faire pour essayer de le tuer. Mais bon, on a vu dans certains Val commentés, notamment le dernier Val commenté de l'année dernière, que parfois, on est obligé de laisser un fou vivre sur le Val et pour faire une meilleure action. Donc même ça, c'est pas un bon réflexe à avoir. Et surtout, pardon, je finis et je te laisse la parole, Maxime. Michel tient à entraîner ses IA sous certains modes particuliers. Le Monte Carlo, le deep learning, etc. Et donc, du coup, le fait d'implémenter des règles du type s'il y a un fou sur le Val, alors chercher à le tuer, ça ne l'intéresse pas du tout. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est justement d'entraîner l'intelligence artificielle et pas de faire un programme pour jouer contre. Du coup, l'objectif, l'apprentissage non supervisé d'ailleurs. Oui, tout à fait. Du coup, en fait, l'intérêt, ce sera si le jeu se termine et est libéré. Entre guillemets, que tout le monde peut y jouer. Ce qui sera intéressant de voir, c'est est-ce que l'IA va apprendre toute seule ça. Ouais. Lui, il veut pas le mettre tout seul, il veut voir si elle apprendra tout ça tout seul en voyant que statistiquement, quand tu laisses un fou vivre, tu te fais péter à chaque fois. Exactement, tu as tout compris. Exactement. Et c'est ça qui l'intéresse en fait au final dans l'expérience qu'il développe là. C'est vraiment cette idée de voir ce que l'IA va découvrir. Et à ce titre, déjà, il a fait quelques découvertes très intéressantes. Alors d'abord, on va peut-être présenter rapidement le logiciel, parce que là, on part mais c'est intéressant de commencer par ton retour. De toute façon, Michel, il aurait adoré ça. S'il avait été là, il t'aurait posé exactement cette question. Comment tu as trouvé l'IA, etc. Et donc, vas-y. Moi, comme je dis, j'ai trouvé déjà l'interface relativement intuitive, même si elle est loin d'être parfaite, elle est intuitive et efficace. En tout cas, quand tu connais bien les règles du Val. Ouais. Après, autrement, je ne sais pas. Je ne suis pas allé dans les tests... profond, juste joué à 20 minutes au final. L'IA, je l'ai trouvé du coup pas optimisé contre moi pour le moment, mais vraiment pas bête non plus. À un moment où en effet j'ai fait un chevalier et comme elle avait le 10 de pique et qu'elle était sûre de pouvoir le buter, elle me l'a buté. Ouais. C'était super malin parce que je venais de mettre un chevalier super fort en pique. Et en effet, est-ce qu'il valait pas mieux me laisser mon Foodman Kent et me péter tout de suite ma force d'action? Voilà. Elle est pas si bête non plus. Ouais. Non. Parfois, elle fait des beaux coups. Alors, on est arrivé à la conclusion avec Michel, et puis je sais pas si tu la partages, Johan, après les dizaines de parties que tu as faites, c'est que l'IA est très très forte dans le comptage. C'est-à-dire, en fait, l'IA, en gros, elle a trois objectifs dans sa tête. Elle a ses propres points de vie, c'est-à-dire gagner à la majesté. Elle a tes propres points de vie, c'est-à-dire te défoncer ta majesté, et la source aussi qu'elle prend en compte. Elle est très très forte pour faire ça. Je lui avais tué son 10 de cœur sur un accompli. Son premier réflexe, maintenant qu'elle avait un spec, ça a été de récupérer son 10 de cœur. Oui. Je m'y attendais pas d'une IA. Ouais, malin ça. Alors que moi, parfois, quand on joue dans la vraie vie en tant qu'humain, on oublie que le spec te permet d'avoir accès à la source, enfin à la rivière de la mort. Ouais. Et voilà. Et là, c'était malin de sa part. Ouais. Donc, t'as été surpris quand même par l'IA. Ça fait longtemps que j'avais pas joué, mais ça va faire plaisir à Michel, ça. Mais j'ai été surpris. J'ai fait ah oui, c'est vrai, parce qu'en vrai, dans la vraie vie, je l'aurais vu, j'aurais remis le 10 de cœur. Et là, c'est vrai que sur le PC avec l'interface, j'avais oublié qu'en faisant ça, je lui envoyais le 10 de cœur et je lui donnais quoi. Ouais. Et juste pour préciser à Michel que c'est l'IA de base qu'il m'a donné que je t'ai fait tester. Ouais, parce que lui, il a encore entraîné. Elle a fait quelques millions de parties quand même. Ah oui, non, attention. Mais parce que en plus, Michel, il a une bête de course chez lui, et donc son PC, il fait de la partie, mais tu verrais, il la gobe la partie. Moi, je suis un lambin à côté pour l'entraînement. Donc, il fait du bon training. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir une IA chez lui qui tourne encore mieux. Et il faut savoir quelque chose sur cette IA, c'est qu'elle s'est entraînée son milieu de partie sur du Val d'Antares. Alors toi, tu l'as mis en Helios. Ce qui explique aussi parfois certains de ses comportements. Par exemple, elle n'a pas du tout playtesté l'ombre. Tu vois, il y a des trucs en fait qu'elle ne comprend pas très bien. Donc en fait, c'est comme si tu avais joué contre un joueur débutant en Helios qui aurait fait beaucoup de parties d'Antares. Tu rigoles, mais c'est ce que je t'aurais dit. Ça m'a donné l'impression de jouer contre quelqu'un de pas débutant, mais pas non plus expert. Donc quelqu'un qui en effet est qui a des bons réflexes de Val, mais qui projette pas non plus méga loin. C'est énorme, hein. Et on peut rappeler rapidement, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas du tout et qui débarquent complètement sur les IA, ce que c'est que le deep learning, Johan ?
C'est quoi le deep learning? C'est techniquement, c'est un. Ton micro. Hop là, désolé. Deep learning, moi. Ton micro. C'est c'est une question pas si évidente que ça à répondre. Ouais. On va essayer d'être assez concis. C'est en fait faire un apprentissage par la machine, donc via un réseau de neurones, artificiel. Voilà. Et donc plusieurs types d'apprentissage sont possibles. Donc l'apprentissage d'abord supervisé, où on va donner des cas de figure des problèmes à résoudre. Voilà, à l'intelligence artificielle. À analyser. Et ça va être l'humain qui va lui dire oui, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Voilà, on lui tape sur la... Exactement comme dans les... Voilà, on va la récompenser si elle a trouvé. Si elle n'a pas trouvé correctement, on va... pas bien. Papa n'est pas content. Soit on lui donne un sucre. Voilà. Carotte bâton paternaliste. Ouais, mais c'est comme exactement. C'est comme dans les Soudoués passe le bac, la machine à claque. Exactement. Il va y avoir également un autre mode où c'est elle qui va déterminer d'elle-même. Donc ça va pas être encore complètement non supervisé, mais c'est entre les deux. C'est plus dans ce cas-là qu'on se trouve là. Je pense que c'est plutôt du non supervisé tout court. Là, oui. Où ça va être en fait, donc l'intermédiaire, ça va être, on va lui présenter des cas de figure où du coup on est capable de dire si oui ou non c'est correct ou pas. Donc elle va être aussi au courant si les informations sont correctes ou pas dans les données qu'on va lui donner. Ouais. Et après on va lui mettre des cas de figure où ça va être à elle de déterminer si c'est correct ou non. Voilà. Et là, le cas de figure qui nous intéresse, c'est encore un troisième. Là, c'est du non supervisé. Donc je pense que ça doit être ça que Michel a utilisé. C'est l'intelligence artificielle qui tire ses propres conclusions. Vu qu'elle est capable de savoir si elle a gagné ou non la partie, exactement. Si c'est un match nul, c'est elle qui va déterminer si sa stratégie est gagnante ou pas. Alors c'est ça. Ce qui peut donner parfois des résultats un peu improbables où on se dit mais c'est bizarre, l'intelligence artificielle fait n'importe quoi, mais au final c'est une stratégie gagnante pour elle. En fait. Exactement. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'IA de Michel, d'ailleurs, tu as un onglet sur le côté que tu n'as pas là sur ton, on ne voit pas en image, mais te donne des conseils. Et donc, elle te dit, à ta place, ce qu'elle ferait en fonction du pourcentage de victoire possible avec ce coup. C'est en gros, elle évalue chaque coup joué. Enfin, elle se dit, la dernière fois que j'ai eu ce cas de figure, j'ai joué un 5 de carreau et j'ai eu 66% de défaite et 34% de victoire. Donc ce coup-là, il est bon à 34%, c'est pas terrible. Tu vois. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Alors moi, je sais pas du tout. Là, il faudrait que Michel soit là pour nous expliquer précisément, parce qu'il a plein de trucs avec Monte Carlo et tout. Enfin, j'y comprends rien. Donc il faudrait vraiment que Michel soit là pour nous expliquer, et il se fera un plaisir de venir nous expliquer tout ça, parce qu'il m'a dit que ça l'intéressait de venir même à la cellule pour parler d'IA. Donc si ça se trouve, les auditeurs de la cellule auront cette émission. Quoi qu'il en soit, voilà, il nous expliquera ça en détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le deep learning, c'est on fait faire quasiment une infinité de parties à l'IA, et à chaque fois, il se dit, tiens, quand je fais ça, je gagne, et quand je fais ça, je perds. Et à chaque tour, en fait, elle évalue ses chances de perdre ou de gagner, et donc de jouer les coups, etc. Et donc, elle apprend progressivement quels sont les coups optimums en fonction d'un grand panel de parties. Le deep learning, ça fonctionne aussi sur une quantité innombrable de tests. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que c'est playtest, 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 playtest. Comme quand on crée un jeu de rôle, pareil. Il faut faire des playtests à fond pour voir si la mécanique, elle est bonne ou pas. L'IA, c'est pareil. Elle fait des playtests et en fonction, elle évalue l'intelligence d'un coup ou d'un autre. Donc voilà, pour expliquer rapidement ce que c'est que le deep learning. Donc là, on a une intelligence qui a appris en fait à jouer avec un grand nombre de parties. J'ai pas vu si elle avait signalé que le magicien qui est là devant nous était maudit ou pas. Est-ce qu'elle l'a signalé quelque part? Oui, alors il y a le journal de jeu. Alors oui, il faut peut-être qu'on présente le logiciel quand même là pour que donc on voit donc ce que vous avez à droite à l'écran, c'est ce qu'on appelle le journal de jeu. C'est en fait toutes les actions qui ont été faites au cours de la partie pendant les tours. Donc les tours sont nommés, les pioches sont écrites, les cartes révélées sont précisées. Et ce journal de jeu, il peut vraiment être très étoffé, parce qu'on peut même se retrouver. Tu as des options pour même carrément te dire quelles sont les cartes qu'il a mis, si tu veux, pour le programmeur. Tu peux, si tu veux, tu peux tricher avec le journal de jeu, c'est ça que je veux dire. Tu peux avoir toutes les infos. Ah oui, d'accord, tu peux retourner voir les coups alors que le jeu par exemple est un jeu de mémoire. Quoi. Exactement, tout à fait. Donc là, on l'a mis en limité, le journal de jeu, de façon à jouer dans les conditions les plus proches des conditions de jeu. Mais tu peux le développer à fond, ce journal de jeu-là. Mais il ne faut pas, si jamais il y a une version qui sort...
pour vraiment jouer au Val, il faut. Ah bah oui. Faut surtout pas qu'on y ait accès. Et là, quoi. c'est encore une version de développement, en quelque sorte. Voilà, exactement, c'est ça. C'est vrai que c'est aussi pour éviter, parce que contre une IA, elle y a accès. Non. Non, tu peux lui effacer la mémoire. Là, justement, j'ai posé la question. Comment tu peux simuler une mémoire d'IA? Là, en fait, grosso modo, ce qui va gérer l'intelligence artificielle n'aura accès qu'aux données que le joueur d'en face, donc du coup l'adversaire, a réellement. Ouais, mais donc, sur ses propres cartes, par contre, est-ce qu'elle a une mémoire parfaite? Oui, elle a une mémoire parfaite sur ses propres cartes. Et ça change des choses déjà. Ah ouais, Exactement. ça change des choses, ouais, Mais son spectre visible, en fait, ne sera que ce qu'un joueur normal aura. C'est quand tu mets un accompli, par exemple, sur ton versant, elle ne saura pas ce qu'il y a dans ton accompli. Ça, non, bah heureusement. Voilà. Mais drôle d'implémenter quand même un truc du genre au moment de jouer une carte, il y a genre 1% de chance qu'elle mette plus ou moins 1 à la carte et 0,01% de chance qu'elle ait complètement oublié la valeur de sa carte. Je sais pas si on peut évaluer les capacités d'un être humain en termes de mémoire vis-à-vis de ça. Bonne question. Mais j'avais posé la question à Michel et effectivement, elle a une mémoire parfaite sur les cartes qu'elle possède. Ah, c'est quand même, c'est vrai que Maxime a raison de préciser que c'est quand même une grande différence par rapport à un joueur normal entre guillemets de Val. Tu peux pas brainer une IA en plus, c'est un peu dommage. Alors on voit au fait au milieu, donc en haut on a les points de vie, vos points de vie qui sont à gauche avec écrit Majesté, et ennemis, ce sont les points de vie de l'ennemi donc qui se trouvent à droite. Sous les points de vie de l'ennemi, on voit il y a des cartes qui sont retournées, c'est sa main tout simplement. Donc là par exemple dans le moment où on se trouve, il a 4 cartes en main, et puis voilà, ouais, tu savais pas. Ouais, non, mais il y a plein de trucs comme ça, de petites subtilités. Mais déjà, j'apprécie qu'il ait mis, toi, les alliés à gauche et l'ennemi à droite. C'est très important, ça, déjà. Oui, bon, connaissant Michel, je pense que vous êtes du même bord de ce côté-là. Et le truc, c'est que, donc, ce qui est un peu bizarre, c'est que pour créer un être nouveau, il faut cliquer sur être nouveau qui se trouve en bas, là, qu'on voit. Et du coup, ça développe une boîte que vous avez dû déjà apercevoir à l'écran, qui est une espèce de croix. Et donc, dans cette croix, en fait, on va composer son être. Et ce qu'il faut savoir, c'est juste qu'il faut cliquer sur la carte pour la déplacer vers le lieu où on veut la mettre. N'importe qui joue aux jeux vidéo sait que quand tu veux mettre quelque chose, tu fais un cliquer-glisser. D'accord, ça c'est intuitif, tu trouves? C'est méga intuitif. Okay. Enfin, moi qui fais du jeu d'ailleurs, je fais pas mal de jeux de cartes en ligne. Ouais, c'est toujours ça, ouais. Tu mets des enfants devant une tablette qui ont jamais joué, le réflexe c'est de mettre le doigt et de le déplacer là où tu veux jouer. Je te donne un contre-exemple, c'est que moi au départ quand j'ai joué, et Erwan Garnier également, on avait par exemple quand on jouait le 4 de trèfle, on avait tendance à vouloir le placer dans la rivière. Pas le glisser vers la source pour dire piocher source. Ah ça j'ai pas encore joué de trèfle de la main. Et voilà, parce que c'est ça en fait le vrai problème, c'est quand tu joues à une carte de la main, t'as envie de la mettre dans la rivière, tu vois, comme dans le Val normal. Moi j'aurais mis double clic, tu vois. Enfin, ou alors le fait que dès que tu la joues directement sur le plateau, il y a double clic. Ou que tu la mets. Il y a double clic sur cœur et sur trèfle. D'accord. L'enfer, c'est le carré qu'on voit là, qui est juste, qui doit être au-dessus de nous là, parce que j'ai dû mettre la vidéo à gauche qui est au-dessus de nous là. C'est les enfers. Tiens, il y a les figures de carreau. Voilà, les figures de carreau qui vont en enfer. Là, on voit qu'il reste plus que 3 cartes dans la source. La source, c'est ce qu'il y a au milieu du rond. C'est indiqué en permanence. Exactement. On voit qu'il a mis en rouge la source. Il reste plus que 3 arcanes restantes parce qu'en fait, au début. Mais t'es en train de te faire défoncer par T'as 6 PV. Non, je suis pas un grand joueur de Val. Hein. Ce qui est marrant, c'est que t'es quand même en train de survivre et que tu vas quand même faire un lever de soleil sur cette partie. Alors, ce qu'il faut... donc là, je pense que globalement, sinon, je pense que ce que vous voyez à l'écran est très clair. Il n'y a pas grand-chose à vous expliquer d'autre, si ce n'est le journal de jeu, etc. Il y a une boîte de dialogue sur la gauche qu'on ne voit pas ici, que Johan a masqué. Plus de lisibilité. Voilà, et qui présente en fait les entraînements de l'IA, les options de jeu, etc. Après, le menu. C'est clair, hein, tu vois, il y a écrit phase d'influence, phase des actes. Évidemment qu'elle peut encore être travaillée, mais je trouve que... si les gens qui nous regardent n'ont jamais joué à des jeux de cartes en ligne, en effet, ça peut être compliqué en termes de lisibilité. Mais si vous avez déjà joué à des jeux vidéo, des jeux vidéo de type carte en ligne, ça va. Hein, pour le moment, elle est très très simple à prendre en main. Ouais, non, c'est déjà très très bien. Alors à savoir que Michel du coup, par ce haut fait, vient de gagner son ticket pour le développement du jeu vidéo, parce qu'il faut savoir que le jeu, la partie est nulle. Parce que le développement. C'est pas très sympa quoi. Oui, c'est logiquement, il faut mettre lever de soleil et pas la partie est nulle, Michel d'ailleurs, parce que la partie est nulle, c'est un peu un jugement sur le résultat.
Donc là, la partie se relance automatiquement. Ce que je veux dire, c'est que Darky donc, est chef. Il faut savoir que Darky, il est chef du développement du jeu vidéo. C'est pas moi qui le dirige, c'est Darky qui le dirige. Moi, je suis que auteur. Donc, Michel, je pense, là, il vient de se gagner un ticket pour rejoindre l'équipe de développement du jeu vidéo. Le truc, c'est que Darky est heureux papa. Là, en ce moment, il vient d'avoir une petite fille. Donc, du coup, à mon avis, le jeu vidéo, il n'est pas prêt de voir le jour. Mais en attendant, voilà, on peut parler d'ores et déjà de ce... Il est une meilleure IA de deep learning à analyser maintenant. Ah oui, là, c'est sûr. Hein. Attention. Donc, ça va être hardcore de la... J'allais dire de la dresser, mais c'est pas très gentil. De l'élever, voilà, de l'élever. Ce qui est en plus un vocabulaire lexique Duval. Petit, ça a moins de capacité qu'un bébé chimpanzé, donc on peut dire redresser au début. Non ? Non, c'est pas vrai. Ah bah, non, ce n'est pas vrai. Donc, voilà. Toujours est-il qu'il y a... alors, déjà, Johan, toi, au cours du stream, est-ce que tu as des remarques à faire sur l'IA? Est-ce que tu as des... Comme Maxime, si je te demande de juger l'IA, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, moi, j'ai eu un regard un peu différent sur l'IA, parce que comme je disais, j'ai pas un niveau extrêmement élevé au Val. Je m'en sors, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et je suis toujours très étonné par certains de ses comportements. Il y a des comportements que je ne m'attends absolument pas à rencontrer de la part d'une IA traditionnelle, en fait. D'accord. Quand elle se rend compte qu'au final, elle ne va pas réussir à t'avoir à la majesté, tu la vois vraiment changer de stratégie, mais pas... et ce qui est marrant, c'est le moment charnière où tu te rends compte qu'elle change de stratégie. C'est pas forcément le moment où une IA traditionnelle qui aurait tout, qui serait omnisciente, aurait déjà réagi bien avant ça, en fait. Et tu te rends vraiment compte que c'est avec des essais-erreurs qu'elle va vraiment du coup changer sa manière de voir les choses et prendre une stratégie complètement différente. Et j'ai déjà vu des parties avec 2 à 3 stratégies complètement différentes de la part de l'IA, mais toujours de manière logique, en fait. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la façon dont elle joue les spectres. Comme disait Maxime tout à l'heure, de penser à récupérer les cartes dans la rivière, je trouve ça déjà très impressionnant. La façon de réfléchir à tes points de vie et aux siens, je trouve ça vraiment, vraiment très impressionnant. Et donc, Flavie qui est en train de rentrer avec les enfants, si ça se trouve, il va y avoir un surgissement d'enfants dans cette... ce qui n'est pas étonnant, hein, sur un Val, de voir des enfants. Mais voilà, donc, toujours est-il que... Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est sa capacité à gérer les points. Par contre, ce que je trouve très décevant, c'est sa capacité à gérer le board. Je la trouve très mauvaise dans la gestion du board. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas... Par exemple, le fou... C'est le plateau de jeu. Ouais, le plateau de jeu, effectivement. Par exemple, elle va te laisser vivre un magicien, ce qui est complètement stupide parce que ça va te faire piocher de la carte. Elle va te laisser vivre un fou. Un fou, tu veux dire? Un magicien aussi, parce que le magicien, il permet de piocher 2 cartes en défonçant son trèfle. Oui, c'est même plus dangereux pour une IA de laisser vivre un fou. Un mage. Des figures qu'on considère comme faibles au Val classique et que tu sors parce qu'on le défonce. Sniper parce qu'il va mourir. Exactement. Mais si l'IA le tue pas, ça devient très fort. Moi, j'avais fait un coup de Menkent, comme je disais au début, elle me l'a laissé vivre pendant 3 tours. J'étais là, moi, je vais me charger en carte comme un gros sac. Et tu peux te retrouver facilement contre cette IA avec... elle a 3 figures et toi, t'en as 5. Toi, t'as des parties... Ah oui. Et ce qui, du coup, m'amène à ma deuxième analyse de cette IA, et la truc qui, je trouve, la rend vraiment intéressante, c'est que par contre, pour les débutants, elle est géniale. Parce que, contrairement à un joueur de Val classique qui va te foutre une fessée direct dès le départ, parce qu'en fait, au Val, il n'y a pas le choix. Soit tu gagnes, soit si tu fais le mauvais play, tu vas perdre très vite, tu vois ce que je veux dire ? Moins en Helios, mais sinon, je vois ce que tu veux dire. Cette IA, je trouve qu'en fait, elle prend plaisir à ne pas jouer de manière optimale, à te laisser des... Enfin, on peut pas dire qu'elle prenne du plaisir, mais on va dire que ce que toi, tu prendrais pas du plaisir à faire, c'est-à-dire à jouer un peu n'importe comment pour laisser l'autre jouer. Moi, j'y prends du plaisir, mais je suis pas une IA. Mais quand je joue contre un débutant, je joue pas pareil que contre un expert. Contre un débutant, je vais pas jouer en mode je vais te mettre fessée sur fessée, sinon déjà la personne, je vais la dégoûter. Or, oui, c'est vrai. J'ai envie de garder mes joueurs. Ouais, mais en même temps, c'est bizarre quand t'es un débutant au Val de jouer contre un joueur qui sait très bien jouer, de le défoncer. Je prends ça comme un sport en fait. Quand tu découvres un sport avec quelqu'un, si le mec il est expert et qu'il te met juste des tôles sur des tôles, tu vas pas progresser en fait. Ouais, d'accord. Tu vas beaucoup moins progresser que si au moins il se diminue un petit peu. Mais ça l'empêche pas de s'amuser. Justement, moi, en tant que joueur expert, ça me permet de tester des stratégies que j'aurais jamais joué contre un joueur expert. Ok, d'accord. Et parfois, je suis surpris. Je me dis, tiens, j'aurais jamais fait ça. Et au final, ça donne... Là, ça a marché. Ok, la personne était débutante, mais finalement, c'est intéressant. Ok.
Alors, ok, très bien. Mais par contre, est-ce que tu serais prêt à enchaîner, tu vois, des parties? En fait, ce que je trouve intéressant, si tu veux, ce que je trouve intéressant avec cette IA telle qu'elle est là pour l'instant, c'est que vu que le Val et l'expérience que nous propose Michel, il n'est pas encore en ligne là. C'est une expérience solo. Et donc du coup, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on attend d'une expérience solo? Ce qu'on attend d'une expérience solo, c'est justement de pouvoir tester des trucs. Tu vois ce que je veux dire? De pouvoir, on est tout seul, on est chez soi, tranquillement, on prend le temps de tester des choses. Et je trouve que cette IA, elle est parfaite pour ça. Disons que en fait, si par exemple dans le Val, tu aurais un mode, tu pourrais clairement avec ça avoir un mode déjà tuto. Oui, genre, tout à fait. Si tu sors un jeu vidéo, tu peux avoir un vrai tuto avec une IA bien pensée, ce que font la plupart d'ailleurs des jeux. Des jeux, tout à fait. Ouais, il y a une première phase de parfois 1 heure, 2 heures, voire 3 heures de jeu contre des IA. Voire même, tu peux mettre une histoire du coup. Exactement. Avec des parties préécrites. T'imagines le Val narratif contre une IA comme ça? Tu peux t'inventer des histoires de ouf parce qu'elle joue pas de façon optimale. Tu vois, on avait toujours cette histoire dans le Val narratif du fait de la tension entre la narration et le truc. Mais là, du coup, tu peux vraiment développer l'histoire parce qu'en fait, elle va pas jouer comme un joueur de Val expert jouerait. Je sais pas si je suis clair. Si, je vois. Tu peux lui mettre, même en narratif, tu peux lui mettre des contraintes intéressantes. Ouais. Mais enfin, voilà, moi, je trouve ça intéressant. En fait, c'est une... Comme elle se soucie pas du board, mais qu'elle se soucie quand même des chiffres, il y a de la tension, mais pas suffisamment pour que ça te dégoûte de jouer. Parce qu'en fait, moi, ce dont j'ai très peur quand on est débutant en Val, c'est qu'assez rapidement, on se dise... Tu vois, souvent, c'est un jeu de chance, c'est trop dur parce qu'on joue, en plus parce qu'on a tendance à jouer n'importe comment ces cartes dans la main. On les joue, comme disait Michel en parlant des joueurs de Magic, et je pense que ça s'applique très très bien aux joueurs de Val. Les joueurs débutants à Magic, il dit, les cartes leur brûlent les doigts. Au sens, tu sais, ils ont envie de jouer la foudre tout de suite. Ils ont envie de jouer le truc tout de suite. Ils savent pas attendre le bon moment pour jouer la carte. Et au Val, c'est un peu pareil. Les cartes des débutants, ils leur brûlent les doigts. Ils ont tout de suite envie de poser un enfant, de poser un truc. Toujours, à chaque tour, il faut qu'ils posent un truc, sinon ils sont frustrés. C'est pour ça que moi, je disais souvent, la meilleure façon de découvrir le Val, c'est à deux, entre débutants. Exactement. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert avec un copain. C'est une nuit complète de jeu de Val. Exactement. Alors qu'on découvrait tous les deux le jeu et c'était nickel. Parce qu'on était tous les deux nuls au début. Et on apprenait ensemble. Ouais, exactement. Je suis d'accord avec toi. Et donc là, au final, c'est un peu une expérience solo de ça, parce que tu joues contre une IA qui est un peu débutante aussi, quoi. Complètement, je crois. Je crois qu'elle a que 15 000. Je crois qu'elle a que 15 000 parties. L'IA actuellement là. Quand ce match-là. Ah oui, que 15 000 parties. Attends. J'aime bien le que 15 000 parties. Non, parce que Michel, quand il nous a filé le logiciel, il avait déjà entraîné son IA sur plusieurs millions de parties. Sur plusieurs millions? Ah oui, je pensais que c'était beaucoup moins que ça. Ah non, moi je crois qu'il leur avait mis au moins 1 million. Je sais qu'il l'avait arrêté au moment où il pensait que c'était bien. Ah ouais? Au niveau difficulté. Parce que là c'est la version Helios que tu as eu. Il voulait pas une IA trop bourrine en fait qui dégrade. Ah, peut-être quand t'arrêtes, on se ferait défoncer, c'est ça? Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'au départ, il m'a proposé une version Sinlos. On l'a corrigé, on l'a débugué, il y avait plein de problèmes. Ensuite, il m'a proposé une version Antares. Pareil, on l'a corrigé, on l'a débugué, il y avait plein de problèmes. Enfin, il faut imaginer que l'Antares, ça a été un merdier parce qu'il y avait les jokers. Il y avait, en fait, le Val, c'est un jeu qui paraît simple à coder de l'extérieur, mais qui est faussement simple à coder. Vraiment. Parce que toutes les histoires de valets, effectivement. Voilà, c'est le bordel, en fait. Et donc, je pense que c'est un piège à codeur, le Val. Tu vois, au début, tu regardes le truc, tu dis, oh, ça a l'air facile de le faire. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Tous les cas qu'il faut coder, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Et donc, du coup, on a fait au fur et à mesure. Et donc, là, au moment où on joue, tu vois, à chaque fois sur Sinlos Antares, à chaque fois, il a entraîné son IA sur des millions de parties. Enfin, il me semble, après, je peux me tromper. Peut-être qu'il a été qu'à 15 000 en Helios. Mais après, c'est peut-être moi qui m'a compris le truc. Tu vois, combien de Sinlos, combien d'Antares derrière? Ça me rassure, du coup. Je me dis qu'on n'est pas prêt de se faire bouffer par des robots. Parce que quand tu vois son niveau, au bout de plusieurs millions, tu te dis, bon, ça va. Un être humain, ça reste encore vachement plus intelligent. Ça va. Tiens, petite question, Johan, pourquoi ta souris, elle est décalée par rapport à... Ça, je comprends pas. Dans tous tes streams, c'est comme ça? C'est juste là? Là, c'est très particulier parce que moi, j'ai un poste sous Linux chez moi. Et comment dire, c'est Unity, j'ai pas réussi à l'émuler correctement avec Wine sous Linux justement. Donc Wine, c'est un logiciel, c'est une surcouche logicielle qui va permettre de lancer des logiciels Windows sous Linux. D'accord, ok. Or, je sais pas pourquoi là, je suis incapable de faire tourner cette version-là sous Linux. Donc j'ai lancé une machine virtuelle Windows sur mon Linux pour jouer. Et en fait, là, ce que vous voyez, c'est ni plus ni moins que
l'écran montre une machine virtuelle qui est sous Linux, qui est en plus tard réenregistrée derrière. D'accord, ok. Donc, autant dire que... Ok, c'est pour ça qu'il y a un décalage au niveau de la souris. Parce qu'on voit que quand tu prends une carte, regarde, on voit ta souris, elle est décalée. Complètement. Donc on comprend pas où tu cliques en fait. Donc, mais bon, quand on a compris que tu es décalé de quelques degrés comme ça, on comprend beaucoup mieux. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'il y a un petit lag. D'accord. J'ai trouvé ça rigolo. Non, ça vient de là en fait. D'accord, ok. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'expérience de Michel, maintenant je vais arriver au truc qu'il a découvert quand même sur ces parties, ces millions de parties et tout. Et je trouve très intéressant. Tout d'abord, alors je sais pas par quoi je commence. Est-ce que je commence par le plus spectaculaire ? Allez, je vais faire une gradation. Je commence par le moins spectaculaire et je vais au plus spectaculaire. Première découverte, c'est cette question de l'accompli d'Adrien. C'est Adrien Cahuzac, depuis le départ, il a une théorie, il dit qu'Oval, si tu peux jouer accompli, il faut jouer accompli, et si tu peux jouer accompli, il faut jouer le plus fort accompli possible. Et bien ça, en fait, l'IA de Michel l'a battu en brèche. Elle a montré, en fait, que en apprenant en deep learning à jouer en Antares, puis en Synlos, puis en Antares, puis en Helios, que le meilleur accompli n'était pas le meilleur accompli avec toutes les cartes, mais bel et bien un accompli spécialisé comme celui que les joueurs expérimentés font. Bah moi, tout à l'heure, tu vois, la première partie, elle m'a fait un accompli avec les 3-10 dedans. Ah oui, bah tu vois, parfois, elle joue comme ça. Peut-être qu'elle n'avait pas d'autres possibilités. Elle a montré, en fait, elle a tendance à jouer, pas des accomplis forcément très très forts, elle a tendance à jouer, tu vois, un 9 de trèfle et un petit cœur, un truc comme ça. Donc ça c'est un premier truc que je trouvais intéressant, c'est que ça montrait que autre chose, c'est que Michel il a accès à toutes les statistiques en termes de début de partie, de qu'est-ce qui a gagné. Et donc au départ on se disait tiens l'accompli ça a tendance à être bien un gagnant, et en fait quand on regarde les statistiques, bah non, c'est assez équilibré. L'accompli, l'enfant et le chevalier sont les meilleurs. Le chevalier sont non, mais des ouvertures qui donnent beaucoup de victoires. Le chevalier, mes amis, qui l'aurait cru ? Je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui disent non, chevalier c'est pourri quoi. Enfin, en tour 1 il y a quand même beaucoup de... Je suis très étonné. Très étonné. Alors attention, ce que je vous dis là, c'est en Antares. Parce qu'on n'a pas les scores en Helios. Ah, d'accord. Hein, donc, parce que j'imagine qu'en Helios, le fou apparaîtrait dans cette listing. Parce qu'en Antares, je peux comprendre, parce que comme Antares, pour moi, c'est une version qui valorise énormément l'attaque. Le chevalier ayant 2 options d'attaque. Ouais. Il a certes son pic, mais son carreau. On est très souvent surpris par un carreau. Ouais. Et avec une seule faiblesse. Le spectre aussi, certes, mais le spectre, il a ce défaut de ne pas avoir de +1. Enfin, en tout cas, c'est quand même un résultat. Et de bouffer ta majesté. Donc en Antares, le spectre a manié avec précaution. Moi, je crois bien avoir écrit à droite à gauche sur les forums ou même dans les livres que chevalier tourin, c'était jamais une bonne option, quoi. Enfin, je crois bien l'avoir écrit. Ce qui est à peu près sûr, c'est que tu as dû écrire magicien. Tu as dû écrire que magicien, c'était vraiment la magicien, ouais. Mais ça, il n'y a pas d'ouverture magicien. Et pourtant, elle m'en a fait, moi, sur les parties que j'ai faites. Elle m'a fait des ouvertures magicien. Maintenant qu'il y a l'ombre, je trouve que ça a vraiment très peu d'intérêt de jouer magicien en tour 1. Quoi. Ouais. Quand il n'y avait pas l'ombre, pourquoi pas, mais maintenant qu'il y a l'ombre... En tour 2, éventuellement. En tour 2, éventuellement, le magicien, ça peut être très intéressant maintenant. Oui, parce que... Ce qu'on a déjà vu, en Antares, c'est tour 1 accompli, tour 3, enfin, deuxième tour magicien, et blam, 25 de carreaux dans ta gueule. Exactement. Mais tu vois, en fait, ce qui est intéressant dans cette IA, c'est qu'elle nous apprend aussi que, en fait, quelles sont les ouvertures. Alors là, on parle de l'Antares, donc on parle pas de l'Hélios. Encore une fois, le fou n'a pas été testé avec ses nouveaux pouvoirs, parce que je suis sûr que sinon il apparaîtrait dans le top. Et l'ombre non plus. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'IA va nous permettre d'établir que, en fait, alors c'est ce qu'a dit Michel, que pour le moment, c'est assez équilibré comme jeu et qu'il n'y a pas forcément la sortie pétée ou qu'il faudrait faire à tous les coups. Et ça, déjà, pour moi, en tant que concepteur du jeu, c'est une très très bonne nouvelle. Oui, ça t'évite de dire mon jeu il est pété. Eh oui. Alors, d'autre part, une grosse crainte que j'avais, c'était cette histoire de est-ce que celui qui commence a un énorme avantage ? Michel a montré, alors toujours en Synlos, en Antares, on n'a pas encore tout à fait... Il a simulé IA contre IA, c'est ça ? Il a simulé IA contre IA et il a calculé les probables de victoire. Exactement. Et on se rend compte que c'est 55% de victoire pour celui qui commence, 40% de défaite et 5% de match nul. Il a dit par rapport à des jeux comme les échecs, comme d'autres jeux comme Magic ou quoi, c'est plus équilibré que Magic en termes de... Oui.
Ah ouais? Oui, c'est-à-dire qu'apparemment, il y a plus d'avantages à Magic à commencer que, par exemple, pour un jeu comme le Val. Et pour les échecs, c'est kiff-kiff. Les jeux, en fait, après, il faudra leur parler avec lui. Hein, je dis, c'est une longue conversation téléphonique qu'on a eue ensemble à ce sujet. Et donc là, je le dis de mémoire. Hein. Mais il me semble que oui, il a dit c'est très correct. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de... A priori, le Val n'est pas pété de ce point de vue-là non plus. Parce que moi, j'en avais très peur. Tu sais pourquoi? Parce qu'on avait fait 13 parties de Val commentées. Et on s'était rendu compte, je sais pas si c'était avec toi. Non, c'est pas avec moi. C'était avec Darky, alors. On s'était rendu compte que sur 13 parties de Val commentées, 13 fois, le victorieux était celui qui commençait. C'était marrant. Donc on avait commencé à se poser la question et Darky m'avait dit non, c'est une illusion, c'est parce que... Voilà. Et effectivement, après qu'on ait fait cette réflexion, on a fait plusieurs parties de Val commenté et en fait, on a eu des parties kiff-kiff bourricot. Donc bon, mais quand même, quelle coïncidence, tu vois, que les parties de Val commenté, voilà, on commençait à avoir un peu peur. Et donc Michel a montré que non. Allez, là, on va rentrer vraiment dans le spectaculaire. Les conclusions vraiment les plus spectaculaires de Michel. En tout cas, moi, celles qui m'ont le plus fait halluciner. La première, c'est qu'il existe une partie de Val infinie. Est-ce que vous pouvez l'expliquer, la théoriser? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que tu connais le truc? Alors, ce serait avec des spectres, à mon avis. Exactement. Et ça... Dès que tu as accès à la rivière de la mort, tu rends le Val infini. Tu rends le Val infini parce que théoriquement, une partie peut être éternelle. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Michel, une fois sur 10 000 ou une fois sur 15 000, se trouve confronté à ce truc de ouf que l'IA bug, arrête sa réflexion parce qu'elle tombe par hasard sur une de ces parties infinies. Et en fait, elle n'arrive pas à finir la partie. Comme elle est confrontée à elle-même et qu'elle a les deux ont un spectre, elle n'arrive pas en fait à trouver la faille. Donc elle fait des accomplis qu'elle suicide pour peut-être avoir un nouveau spectre, etc. Et donc elle se bat contre elle-même en boucle. Et donc Michel est emmerdé parce que quand tu veux faire tourner des IA en deep learning, tu dois en fait laisser ton ordinateur tourner toute la nuit. Tu te réveilles le matin, elle a fait que 100 parties parce que la 100e, c'est une partie infinie. Elle est toujours en train de se battre contre elle-même. Donc c'est absolument énorme. Donc c'est un vrai problème pour le mec qui veut entraîner son IA en deep learning, c'est putain de partie infinie. Donc il faut trouver une façon pour le mec qui programme de dire quand on est à plus de X par coup, on arrête, c'est une partie nulle ou etc. Ouais, quand même, ça c'est énorme. C'est génial. C'est oufissime. C'est vrai que t'as bien joué le coup des seuils, j'y avais pas pensé. C'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est théoriquement possible de faire des parties infinies. T'imagines une partie de Val narratif infini? Elle a encore lieu là. Là, l'IA de Michel est en train de la faire. Oh là là, avec tous les êtres qui reviennent en boucle. Ah, papa, ça fait 4 fois que tu m'as tué. C'est le monde, en fait. Alors, d'où la question, s'il existe une partie de Val infini, est-ce que le Val, par exemple, est Turing complet? C'est ce que je me posais comme question. Non, t'es sûr que t'es en train de te poser cette question. Moi aussi, je me la pose, parce que du coup, tu dois pouvoir inscrire dans la rivière de la mort les cartes que tu veux et tu dois pouvoir faire du Turing complete, je pense. Tu dois pouvoir rendre le Val Turing complete. Pas une grosse mémoire de dispo, mais tu as quand même une mémoire de dispo hein, avec la rivière de la mort et potentiellement les. Il va falloir que vous expliquiez ce que vous voulez dire par. Oui. C'est imbitable. Parce que je connais le test de Turing. Allez sur Internet. Je pense que. Un programme Turing complet, c'est un programme ou un logiciel qui serait capable de simuler en fait n'importe quel autre programme ou état en fait. Ouais. Donc en fait, techniquement, si on était capable d'inscrire dans un programme tous les emplacements des atomes, etc., toutes les lois qui régissent le monde, on serait capable de simuler l'univers avec un programme Turing Pourquoi complet. tu t'es lancé dans cette explication, Johan? Je t'admire. Dans l'absolu, c'est un programme qui ça correspond à ma croyance, donc ça me va. Donc grosso modo, c'est un programme qui est capable de simuler n'importe quel autre programme en fait. On a vu à l'instant juste la petite à gauche, on a vu pendant quelques secondes le menu dont on parlait tout à l'heure qui était caché. Ouais. Si jamais il y en a qui veulent le voir, c'était il y a 30 secondes. Là. Donc voilà, la partie de Val infini, c'est quand même un des trucs les plus spectaculaires. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Alors là, il faut l'expliquer, c'est-à-dire que quand vous jouez à la bataille, lors de votre tour, combien de possibilités vous avez? Une seule. Il n'y a qu'une seule action à faire, retourner la carte, comparer. Il n'y a qu'une seule possibilité. Donc, il n'y a pas ce qu'on appellerait dans le jeu de rôle du positionnement, c'est-à-dire il n'y a pas de positionnement, il n'y a pas de choix de jeu dans la bataille. D'accord. Quand vous jouez aux échecs, vous avez plein de pièces potentiellement que vous pouvez bouger. Ouais, t'as une quinzaine de possibilités. Voilà, peut-être plus cinquantaine, quoi, on va dire. Voilà, à chaque fois, en tout cas, ça se calcule. Au Go,
il y a un nombre de possibilités. Alors là, encore une fois, je ne suis pas expert en Go, je ne connais pas. Michel m'a vaguement parlé d'une manière de le calculer avec des puissances, machin. Mais en gros, on arrive à 169 possibilités, je crois, de jeu. C'est-à-dire à chaque tour, tu as 169 coups possibles, je crois. De mémoire. Peut-être que je dis complètement de la merde. En gros, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que chaque jeu, à chaque moment dans le jeu, on a des coups possibles. Chaque jeu vous propose un certain nombre de coups possibles. Magic, on a les cartes en main. On a les cibles potentielles, on peut calculer théoriquement combien de coups sont possibles. Ok ? En général, on atteint des chiffres entre 300, 100 coups. Pour les jeux les plus complexes, je vous l'ai dit, comme le Go, entre 200 et 100 coups, etc., etc. Le Val, 15 000 coups possibles. Jusqu'à 15 000 coups possibles à chaque instant. C'est la donnée. Alors, c'est le record. Alors, attention, là, ce que je dis, c'est pas ça. Attendez, je m'exprime mal. Le Val donne énormément de coups possibles. Et le record que Michel a atteint, c'est 15 000. Jusqu'à 15 000 coups possibles. Pourquoi ? Parce que tu peux, déjà avec l'idée du Val infini, c'est-à-dire que tu peux avoir un nombre de cartes complètement pété en main à un moment. Alors oui. Avec des parties où tu as... Mais non, il dit à chaque instant, Michel, il dit à chaque instant, dès la première main, en fait, le nombre de coups possibles explose déjà le jeu de Go. Je suis pas étonné, honnêtement. Parce qu'en fait, déjà, tu peux jouer chaque carte individuellement toute seule. Ouais. D'accord ? Donc ça fait déjà 10 possibilités. Ensuite, tu peux jouer un être. Pour chaque être, en fonction du nombre de cœurs, ça fait encore des coups possibles. Ensuite, au tour 2... Ensuite, il y a la phase des actes déjà. Alors après, il y a la phase des actes. Après, tu vas avoir la phase des actes. Tu as plein de possibilités. Voilà. Alors là, on parle du tour 1, mais le tour 2, ça explose. Vous avez l'éducation. Oui, voilà. Vous pouvez éduquer toutes les cartes. Vous pouvez, quand vous avez un regard, vous avez le droit de regarder toutes les cartes. Donc, vous obtenez des choix de jeu. Michel dit, c'est très simple. Pour le Val, si on prend alors, selon des... Alors là, ça, c'est quelque chose que je tiens du Grumpf. Il y a des études qui ont été menées. Je crois que c'est encore Mark Rosewater, l'un des créateurs de Magic, qui a étudié ça, mais je ne suis pas trop sûr de... Faudrait qu'on cherche les sources. Voilà, faudrait qu'on cherche les sources, mais qu'on les mette. En gros, un joueur, une intelligence humaine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle choisit 10 coups qu'elle voit, qui lui semblent pertinents. Et entre ces 10 coups, elle choisit le meilleur selon elle. C'est-à-dire qu'à chaque instant, quand on joue à un jeu, on prend 10 coups. Selon ce dont tu te souviens. Enfin, je me souviens, on prend 10 coups, on aurait des capacités pour prendre 10 coups et évaluer la pertinence entre ces 10 coups possibles. D'accord. Si le jeu a 169 coups possibles, on n'évalue que les 10 coups qu'on juge les meilleurs. Donc on prend sur les 169 les 10 meilleurs. Donc la capacité un bon joueur serait quelqu'un qui a spontanément les 10 meilleurs coups en tête. Exactement. Le plus rapidement possible et qui ensuite arrive à sélectionner. À sélectionner le meilleur parmi ces 10 coups-là. Encore une fois, c'est un article que je cite de mémoire. En fait, ils en parlaient pour les sorts dans AD&D. La question, c'est... Que tu prends, parce que moi, je me suis déjà amusé sur des jeux où je sentais que les possibilités étaient limitées. Genre, je vois, ça m'est déjà arrivé sur un jeu de plateau, d'arriver à une fin de partie avec une copine et de dire, ok, là, je vois qu'en fait, il y a genre une vingtaine de scénarios, la partie est méga tendue, j'ai envie de tous les envisager, choisir le bon. Mais ça va me prendre du temps parce que c'est long. Est-ce que c'est OK que je le fasse ? Parce que quand même, c'est un jeu qui était censé être court. Elle m'a dit non, mais pas de souci. Elle est partie lire un bouquin. Ouais, okay. Et j'ai pris une demi-heure. J'ai évalué les 30 coups possibles. Ouais, là, mais du coup, il faut prendre beaucoup plus de temps. Bah oui, parce qu'il y a ce facteur-là. Le coût du cerveau humain, j'imagine que c'est sur un temps limité. Ah, exactement. Tu me donnes plus ou moins de temps et du papier. Eh ben, c'est même pas sûr. Parce qu'il y a des coups que tu vas pas voir et que tu vas même pas évaluer. Oui, c'est très possible. Oui. Disons que plus j'ai du temps, plus je peux en évaluer. Évidemment. En fait, une des questions qui s'était posée, c'était combien de sorts on donne à un joueur de D&D ? Jusqu'à combien de sorts on peut donner à un joueur de D&D avant qu'il soit complètement en PLS et en surcharge cognitive ? Et le bon score, c'était 10. Et je pense que c'est à cause de ça. C'est parce qu'en fait, tu sais facilement évaluer dans une situation donnée, ou 8. Je sais plus, c'était 8 ou 10. Ah, ça pourrait expliquer le fait qu'il y ait des gens qui saturent aussi à Vademecum. Exactement. Et ça, on en avait parlé d'ailleurs dans le podcast sur Vademecum, je crois. Tetris a cette forme parce que le créateur partait du principe qu'on était capable d'en mémoriser 7 très facilement en fait. Ah oui, donc encore il a choisi les 4 cubes qui ne peuvent faire que cette forme. Exactement. À cause de ça, il n'a pas fait du 5 cubes. Attention à vos micros, les gars. Il n'a pas fait du 5 cubes exprès. Voilà. Donc en fait, où est-ce que je veux en venir ? Et c'est ça pour moi le résultat le plus spectaculaire du Val, c'est que quand 2 joueurs de Val expérimentés regardent une même main, dans la mesure où il y a entre 500 et 15 000 coups possibles sur chaque main,
aucun de ces deux joueurs ne prend jamais les 10 coups possibles. Statistiquement. Oui, non, mais oui, et voilà. Et donc, du coup, ça explique ce truc de « Ah, mais moi, j'aurais pas fait ça. » Je sais pas si toi, t'es comme moi, mais quand tu vois quelqu'un jouer au Val, tu te dis souvent quand il joue « Non, mais moi, j'aurais jamais fait ça. » Tu vois ? Même quand je regarde des vidéos, parce que là, quand je joue avec quelqu'un, j'ai pas accès à ces limites. Mais quand je regarde même des vidéos du Val sur YouTube, là, que tu mets, parfois je me dis, ah putain, moi j'aurais pas fait ça. J'aurais jamais fait ça. Même en ayant accès aux mains des deux gens. Quoi. Et ben l'explication, en fait, c'est Michel qui l'a trouvé. Il a dit, mais c'est normal. Parce qu'en fait, le nombre de coups possibles est tellement élevé qu'en réalité, on est incapable. On prend pas le même échantillon statistique. Enfin, on prend pas le même échantillon pour faire nos évaluations. Mais ce qui reste vachement intéressant, c'est que quand tu enchaînes les parties de Val avec quelqu'un, et en particulier en Ostain, et ben là, toi-même, tu deviens comme une IA qui apprend comment l'adversaire réfléchit, et tu commences à envisager les coups qu'il pourrait jouer compte tenu de la main que tu lui as laissée. Exactement. Et là, tu arrives à un niveau de jeu. Encore plus. De toute façon, le Stain, ça rend tout complètement fou. Vous êtes du méta, ça devient n'importe quoi. Énormément de méta. Et la capacité de bluff, j'ai hâte de voir une IA capable de bluffer en Ostain, parce qu'elle a accès à 9 cartes sur 10 que t'as. Enfin voilà, Michel me disait, quel jeu propose à un moment donné dans sa partie jusqu'à 15 000 coups possibles ? Et avec un jeu de cartes. Avec un jeu de cartes simple. Parce que c'est vrai que les jeux de cartes, souvent en ligne, tu peux pas faire 8000 trucs avec tes cartes. Tu choisis quelle carte tu joues. Donc en fait, tu n'as que peut-être 50 possibilités, parce que tu sais, t'as des cartes avec des attaques, genre comment il s'appelle le jeu de Blizzard là Hearthstone. Moi, je joue au Gwent en ce moment. Donc, ça m'amuse bien. Ça reste comme possibilité souvent juste jouer la carte, attaquer ou pas. Donc en fait, t'as peut-être une trentaine de possibilités maximum, quoi. Ouais, non, mais c'est... Mais il limite ça parce que t'as du temps limité par tour. Ça limite énormément et je trouve ça bien. En tout cas, voilà quelques-unes des conclusions que cette étude de Michel sur les IA nous permet. Étude, en tout cas, cette première étude, c'est une première étude, exactement, sur une version alpha. Donc j'imagine que d'abord, les résultats sont encourageants, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, on voit bien que le Val n'a pas l'air pété, qu'il n'y a pas d'avantage plus que ça à celui qui commence. C'est encourageant, mais qui sait, peut-être qu'on va découvrir qu'en Helios, c'est pas le cas, etc. Encore une fois, tout ça est soumis, on parle là à l'instant T avec les premiers résultats qui nous arrivent de cette interprétation-là. Par contre, la partie infinie, ça j'y crois dur comme fer. Je vois pas comment une autre... Alors, Michel me disait, le problème, c'est que comme l'IA joue contre elle-même, elle réfléchit de la même façon. Voilà. Et donc, il me disait que ça peut expliquer... parce que quand on va entraîner une IA qui aura été traînée par Darky, qui aura été traînée par Valentin et qui s'entraînera contre celle de Michel, il me disait c'est possible qu'il n'y ait plus ce problème. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il existe une partie théorique infinie. Moi, je trouve ça fou, en fait. Et puis, l'autre conclusion, et ça, pareil, elle est indubitable, c'est cette histoire de possibilité à tout moment dans le jeu. Et ça, c'est pareil. L'IA nous le révèle, parce que Michel, il voit bien que à un moment donné, il voit bien que son PC il sature. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette partie ? Et il voyait son IA qui était bloqué à une partie. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, il fait évaluation. Et là, il regarde le nombre de coups possibles. Il fait, ah ouais, ok, je comprends. Je comprends pourquoi ça lag. Elle est en train d'évaluer que sur 15 000 coups, quel est le meilleur quand même. Donc, ça prend un peu de temps. Enfin, tu vois, bon, là, en l'occurrence, c'est assez rapide. Je sais pas comment ça fonctionne. Michel, j'imagine que je dis plein de merde. Tu viendras me corriger en live, à la fois au Val et dans ces vidéos. Mais... Ouais, attention, parce qu'après, ça peut devenir un tête de moins de 18 ans. Oui, je sais. Je viens me corriger. Ah tiens, on vient de perdre notre écran. Blue screen FZS. Bref, toujours est-il que voilà pour ces premières conclusions. Je trouvais ça très intéressant de les partager avec vous et avec vous deux aussi, parce que tu étais au courant de tout ça, toi ? Non, pas du tout. Non, t'as découvert tout ça ? Ah oui. J'étais tellement heureux de discuter de tout ça avec Yann Sully quand Michel m'a appris ça direct. J'ai dit, tu te rends compte, il est parti infini ovale. Enfin, moi, ça m'a il a rêvé quoi, Yann Sully, genre, ouais, tais-toi et joue, putain. Exactement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça va être un peu... Je trouve que c'est une bonne conclusion à cette vidéo. Ta gueule et joue. Portez-vous bien, surtout, échappez au Covid. Portez-vous bien, jouez bien, ta gueule et joue. Voilà, on aura... Belle conclusion. Merci Maxime. À bientôt.